C'est le dernier grand rendez-vous de l'information sur ESAE TV pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, merci de vous installer confortablement. Voici les titres. Lutter autant que possible contre les fake news sur les réseaux sociaux est l'objectif principal visé par le www.stopfakenews.network, un outil lancé ce matin par la Maison des médias à son siège à Gbedjomede. Le point dans un instant. L'heure est au bilan au niveau de la 5e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. En effet, à la veille de l'installation de la 6e mandature de l'institution, les professionnels des médias béninois se sont adonnés à cet exercice susceptible de baliser le terrain pour l'équipe entrante. Dans ce journal, nous vous proposerons la substance de leurs conclusions. Et puis le titre sport de cette édition, la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN qui opposera les Fennecs de l'Algérie aux Lions de la Teranga ce soir à partir de 20h. Le Scrabble, le handball et l'athlétisme seront au menu de la page sportive que nous vous présenterons. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Bénin dispose depuis ce matin du 19 juillet 2019 d'un outil de lutte contre les fausses informations sur le net. En effet, www.stopfakenews.network est l'adresse de la plateforme lancée ce matin par la Maison des médias à son siège à Gbedjomede. Karl Kitome a été le témoin de cette cérémonie. Le compte rendu. La Maison des médias Thomas Meyansan de Cotonou a procédé ce jour au lancement officiel de Stop Fake News, la plateforme de détection des informations truquées sur Internet. L'un des acteurs de cette œuvre a rappelé les préalables à ce lancement. Actuellement, les fake news sont réellement des casse-têtes, que cela soit au Bénin, mais que cela soit fait sur le plan international. Même les grosses sociétés, les grosses boîtes technologiques comme Facebook, Twitter, YouTube sont challengées par rapport à cette situation. Et c'est de là, il faudrait réellement une plateforme centrale en arrière-plan qui est composée réellement des journalistes d'investigation pour pouvoir détecter ces différents types de plateformes de fake news qui se propagent sur les réseaux sociaux très rapidement, plus que même l'odeur du parfum, que cela soit sur WhatsApp, que cela soit sur Facebook ou bien Instagram ou bien Messenger. Déjà, avant de pouvoir arriver sur cette question, il faut dire que les journalistes, il y a 3 mois, ont suivi une formation, je vais dire plus que même un marathon de formation qui a duré plus de 15 heures à 16 heures de temps. Cette formation est principalement focalisée sur les outils, technologies d'investigation, de détection des fake news sur Internet. Madame Luzette Ntalmeda, au nom de l'ambassade des États-Unis au Bénin, le partenaire financier de cette initiative, a exhorté les acteurs de cette plateforme à œuvrer pour son développement. La plateforme, ça nous a plu. Et comme c'est comme un bébé qui est né, et c'est à vous de corriger, d'améliorer pour que ça porte vie et grandisse. C'est ce que je vous demanderai de le faire parce que c'est un bébé. Et quand un bébé vient, il marche à 4 pattes, 2, et il peut bondir. Donc cette plateforme, je vous demande de l'animer et de l'actualiser pour que ça soit vraiment un joyau pour le Bénin et pour le monde entier. Le Bénin se lance ainsi dans la lutte contre les fausses informations sur toutes leurs formes. L'expert qui a formé les journalistes déjà inscrits sur cette plateforme rappelle le mode de fonctionnement de cet outil ouvert à tous. Suivez plutôt. C'est une formation coriace qui a été faite, que nous avions fait il y a 3 mois avec les journalistes, qu'ils ont fait après le compte rendu avec leur maison et qu'ils ont formé d'autres journalistes, plus de 20 à 50 autres journalistes sur tout le plan national. Actuellement, la plateforme c'est le lancement de la plateforme nationale. Donc, comment détecter en réalité les fake news à travers cette plateforme? Dès que vous allez déjà sur la plateforme est ouverte à tout le monde. Que vous soyez un internaute d'ici au Bénin, que cela soit aux États-Unis, en Chine ou bien au Canada, vous pouvez accéder à la plateforme. Donc le lien de la plateforme, c'est Stop
stopfakenews.network. C'est stop, S-T-O-P, collé, fake news, F-A-K-E-N-E-W-S.network. Donc, dès que vous allez sur la plateforme, vous allez déjà trouver des informations qui sont déjà des questions par rapport à la vérification de certaines informations qui sont déjà postées. Donc, vous voyez l'historique de toutes les informations qui sont vérifiées, vous allez voir clairement vérifiées, et vous allez voir au fait avec des systèmes de vote, vous allez voir, ok, cette information a plus de 550 par exemple votes qui ont été donnés, cette information a eu de moins 550 votes, donc cela vous réfère par exemple avec moins 550 votes, vous allez dire, ok, ça c'est franchement une fausse information. Avec 550 votes, vous allez dire, ça c'est une information dont on a porté du crédit, donc cela est véritablement en fait une information vérifiée. Donc, en plus de cela, si vous avez des questions ou bien si vous voyez par exemple des informations qui passent, supposons nous prenons par exemple l'information sur laquelle le président Macky Sall, le président sénégalais, le président malien étaient sortis d'un véhicule qui avait pris feu. Cette information par exemple est sur notre plateforme et nous avons tout un pool de journalistes investigateurs qui sont en background, c'est-à-dire qui sont en arrière-plan de cette plateforme et qui répondent très rapidement comme il le faut à votre question. Donc si vous avez par exemple une telle information, vous pouvez, vérifier, il y a un bouton poser une question et vous posez la question et puis les journalistes viennent pour pouvoir répondre très rapidement. Après l'élection des représentants des professionnels des médias, la HAC suivie de la désignation des représentants dont les présidents au cours du Conseil des ministres du mercredi 17 juillet dernier et à quelques jours de l'installation officielle de la nouvelle équipe, les professionnels des médias avertis ont dressé un bilan de la 5e mandature. Écoutons-les. Du point de vue administratif, la HAC a vaille que vaille joué son rôle, accompli sa mission qui lui est dévolue en tant qu'institution de la République. Mais pour ce qui nous concerne, nous autres professionnels des médias, nous avons noté que les relations entre la HAC et les associations professionnelles, ces 5 dernières années sous la mandature de M. Bonitetsi ont reçu un coup du fait donc de l'application trop fréquente de l'article 55 de la loi organique de 1992 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je rappelle que l'article 55, c'est ça qui donne pouvoir au président de la HAC de prendre des mesures conservatoires pour fermer des chaînes de télévision, de radio ou des journaux, des organes de presse en cas de manquement. Je rappelle au passage que sous la 5e mandature et même un peu avant la 4e mandature, il y a des journaux qui ont été fermés. Sous la 5e mandature, des chaînes de radio, de télévision ont été fermées. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des entreprises de presse qui ont été rétablies par des juridictions et qui n'ont pas pu reprendre le travail comme cela se doit. Je commencerai déjà par leur décision de ne plus faire les audiences publiques, les auditions publiques. Sur ce point, ils ont réussi, je ne dirais pas qu'ils ont réussi, mais ils ont plus ou moins tenu parole dans la mesure où nous n'avons plus d'auditions publiques où des journalistes, des professionnels des médias sont exposés à virer. Il y a aussi autre chose, il y a aussi la question de la collaboration désormais entre les associations professionnelles et la HAC. Au début, je me rappelle bien que pour les décisions de la HAC, le président nous faisait la courtoisie, puisque ce n'est écrit nulle part, c'était une courtoisie de nous adresser les décisions et ensemble on amendait, on essayait de retenir une formule. Mais il est arrivé la partie la plus difficile où subitement cette HAC a complètement changé de visage et de forme, où nous avons vu des décisions, ou parfois même la HAC prend des décisions où tu appelles des conseillers pour avoir plus d'informations et les conseillers te disent que c'est toi qui les informes, que l'institution qu'ils ont plus ou moins la charge, donc s'ils ont plus ou moins la charge, c'est toi qui les informes qu'il y a une décision pareille. Donc nous avons vu cette HAC-là amener des gendarmes et des policiers dans des organes, fermer des organes de presse. Nous avons été obligés pour une première fois
laisser tomber la courtoisie habituelle qui nous a toujours liés et de marcher. Même que nous avons fait des marches qui ont été militarisées dans ce pays. Donc ça a vraiment posé un problème au niveau de cette acclamation du 3 mai, les présentations de vœux à la corporation. Les associations professionnelles n'ont pas eu honte de dire que nous allons boycotter cela et nous l'avons fait. Non, je crois que ce qu'il faut retenir pêle-mêle, c'est beaucoup plus le FADEM. Le FADEM qui a été mis sur pied au niveau de son conseil d'administration, le conseil de gestion, qui a fait l'objet d'une décision de la RAC en date du 18 novembre 2018, qui a mis en place ce conseil de gestion, qui a déclenché un peu le processus de l'implémentation de FADEM au niveau des acteurs des médias, etc. etc. Je crois que la RAC a joué son rôle dans ce secteur-là, puisque le Code de l'information et de la communication lui impose ce rôle-là, à savoir que c'est une décision prise par le président de la RAC que le comité de gestion est installé. Ça a été une évidence. L'autre chose que nous avons fait de façon harmonieuse avec la RAC, c'est que mandature, ça a été, disons, la mise en conformité des organes de presse avec le nouveau Code de l'information et de la communication. Nous avons été aussi extrêmement, disons, virulents, plus ou moins, avec la RAC lorsqu'il a été question de suspendre en nouvelle tribune. Et la conséquence, les éléments subséquents de cette décision-là. Sans oublier le brouillage jusqu'à aujourd'hui, la fréquence de soleil FM qui a été aussi l'un des points sur lesquels on s'est achappé. Les professionnels des médias ne se sont pas limités au bilan, ils ont également exprimé leurs attentes vis-à-vis de la 6e mandature qui sera présidée par Rémi Prosper Moriti. Donc nous aurions souhaité que avec la nouvelle mandature qui s'installe, que les relations avec les professionnels des médias soient vraiment renforcées, que le désamour cesse, que la RAC nous considère comme partenaires et qu'on puisse réfléchir sur les solutions ensemble plutôt que ça ne soit pas une institution fouettard dont il faille avoir peur tout le temps, mais que ça soit vraiment une institution qui protège et garantit la liberté de la presse. C'est un ensemble de choses que nous aurions souhaité qu'avec cette 6e mandature de la RAC, avec le président Moretti, que les rapports soient au beau-fils, que les liens soient renforcés, que la confiance soit établie et que la collaboration soit sereine. Si toutes ces conditions sont réunies, je pense que les professionnels des médias qui prendront conscience davantage du sens de professionnalisme qu'ils doivent déployer, doivent pouvoir aider le président, aider le bureau, aider l'ensemble des conseillers à accomplir leur mission. Parce que je pense que c'est lorsque nous les aiderons à mieux accomplir leur mission que nous en tirerons profit. Comme défi, je pense que nous avons arrêté, nous autres, au niveau des associations professionnelles, un certain nombre de chantiers. Nous avons élu nos représentants qui ont travaillé en amont sur ces chantiers, donc qui connaissent les sujets. La première doléance que moi j'ai à faire par rapport aux conseillers, c'est de bien vouloir choisir un de nos représentants comme vice-président de la RAC. La nouvelle RAC qui vient de s'installer, ce sont des dossiers dont ils vont hériter. Au début, ce sera peut-être compliqué. Donc il va falloir que cette nouvelle RAC qui est en train de s'installer puisse créer encore de nouvelles espaces, sinon ça ne va aller qu'en s'empirant. Et dans l'atmosphère où nous sommes en train de sortir d'une crise et nous savons avec le nouveau régime les restrictions plus ou moins informelles qui nous sont imposées en tant que professionnels des médias. Donc il faut vraiment c'est-à-dire que c'est, comme on le dit là, c'est une patate chaude dont vient d'hériter la nouvelle RAC. Et nous sommes désolés de leur faire porter ce chapeau. Non, je crois qu'en notre nature, celle du président Moretti doit s'atteler fondamentalement et intrinsèquement à la mise en place du FADEM. Parce que le fonds d'appui du des médias doit être un outil fondamental qui doit développer la presse. Parce que l'aide classique est terminée, l'environnement économique des médias est devenu extrêmement difficile. La RAC doit jouer son va-tout. La RAC doit faire un effort de se rapprocher des professionnels des médias. J'ai dit la RAC doit être une RAC beaucoup plus holistique, une RAC beaucoup plus condescendante, et non un père fouettard, un censeur qui charcute systématiquement les organes de presse. La RAC doit se mettre à disposition des organes de presse et être un régulateur attentif. Un régulateur attentif, un régulateur accompagnateur pour que les grands défis soient relevés.
il faut que nous ayons la régie publicitaire, il faut que nous ayons la médiamétrie, il faut que la convention collective soit une réalité. Sans savoir que, de façon conviviale, il faut la possibilité pour nous d'aller fêter chez nous à la RAC. Ça, je l'ai dit, c'est fondamental. Les 3 mai, les fêtes de fin d'année, les vœux de fin d'année doivent être dans une sorte de convivialité avec la RAC. Pour que nous puissions décliner les fêtiers, déclinent un peu quels sont leurs problèmes, pour que de façon pratique, eh bien, des dates soient prises en ce qui concerne leur résolution. Le président Moïti et l'ensemble de la RAC actuelle ont ce défi à relever, et c'est fondamental. L'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel AIPDP a organisé une conférence de presse dans l'après-midi de ce jeudi 18 juillet 2019 à Benin Télécom dans le cadre du 2e colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. C'était en présence de plusieurs experts nationaux et internationaux. Le thème retenu pour ce colloque est les défis de l'approche par compétences en Afrique à l'ère du numérique et la question de l'adéquation formation-emploi. Pour plus d'explications, suivons le président de l'AIPDP, Justin Goya. Notre système éducatif a un véritable problème. Bon, même si on regarde les résultats plus précisément ici au Bénin, on se rend compte qu'il y a quand même une nette amélioration cette année. Mais on est encore très loin derrière. Si on essaie de regarder ces résultats comparativement à ce qui se passe du côté de l'Amérique du Nord, nous, on ne va pas toujours rester là pour dire oui, on peut faire mieux. Alors, si nous avons décidé vraiment d'organiser ce colloque, c'est d'abord dans un premier temps pour essayer de réduire ce fossé-là qui existe entre l'Afrique et ces pays du Nord. Alors, les Africains, en général, sont très intelligents. Il suffit notamment de se réunir et d'échanger autour d'une question aussi importante pour, justement, au sortir d'un tel événement, trouver des solutions et essayer de l'implémenter sans plus attendre. Durant les 3 journées de travaux, nous allons passer à travers 4 axes qui, pour moi, semblent très intéressantes parce que ces 4 axes-là cadrent notamment avec le plan d'action qui a été mis en place, le programme d'action qui a été mis en place par son Excellence, le chef de l'État, le Talon, où il met vraiment l'accent sur la qualité de l'enseignement, il met aussi l'accent sur la recherche. Ils disent que bon, il faut qu'il y ait beaucoup de recherches, beaucoup de recherches doivent être menées pour sortir le pays, pour essayer d'améliorer le système éducatif. Donc le premier axe, vraiment, c'est sur l'approche par compétences. Ou durant, pour cet axe plus précisément, nous allons expliquer vraiment c'est quoi l'approche par compétences. Donc les enseignants du primaire, du secondaire, d'université, les personnes issues du milieu scientifique professionnel doivent pouvoir débattre de cette question parce que l'approche par compétences n'est pas encore clairement comprise. Et pour sortir de ce premier axe du colloque, nous allons faire un regard croisé entre ce qui se fait vraiment ici au Bénin, ce qui se fait en Afrique en matière d'approche par compétences et ce qui se fait en Amérique du Nord. Quelle est la particularité? Pourquoi ceux d'Amérique du Nord réussissent? Pourquoi il n'y a presque pas d'échecs dans les salles de classe alors qu'ici, il y a des échecs? Qu'est-ce qui fait problème? Et comment faire, en tenant compte du contexte béninois, faire en sorte que les enseignants soient capables d'amener les étudiants à réussir. Au niveau du deuxième axe, c'est tout simplement cette fameuse question d'adéquation formation-emploi. Et nous avons voulu justement que les numériques, puisqu'on le sait déjà, les numériques font partie des compétences transversales de nos jours. On ne peut pas faire sans les numériques. Et à ce niveau-là, cette année, nous avons voulu faire des choses, apporter une valeur ajoutée à ce qui a été fait du côté du Cameroun. Au niveau du troisième axe, il sera nécessairement basé sur le bien-être psychologique au travail. Pourquoi le bien-être psychologique au travail? Quand on parle directement de l'approche par compétences, on parle de l'adéquation formation-emploi. Et du coup, subitement, pourquoi le bien-être psychologique au travail? En Afrique, habituellement, on ne sait même pas ce que c'est. En Europe, depuis ces dernières années, ils mettent quand même il y a un accent particulier mis là-dessus pour essayer d'amener les personnes à mieux s'épanouir parce qu'il y a une nette adéquation entre l'épanouissement et le rendement. Pour terminer avec les 4 axes, il y a les ODD, les objectifs de développement durable, qui font aujourd'hui qui sont au cœur maintenant de tout système éducatif. Donc cette question sera abordée et à ce sujet, nous avons fait venir le professeur Pierre Foncois, qui est le spécialiste de cette question-là.
Et sur cet axe-là, il saura répondre à toutes les différentes questions qui pourront être posées. Voilà grosso modo les 4 axes du colloque qui vont être débattus les 23, 24 et 25 juillet prochains. Page sport à présent. Le rideau tombe ce soir sur la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Les Lions de la Teranga du Sénégal affrontent les Fennecs de l'Algérie pour le Graal de la première CAN à 24 équipes. Les 2 finalistes se connaissent bien puisqu'ils se sont déjà rencontrés lors de la 2e journée des matchs de groupe. Les Algériens l'avaient en effet remporté sur la petite des marges. 1-0 grâce à Mohamed Youssef Belaïli. Mais ce soir, c'est une autre rencontre qui va se disputer entre les 2 équipes. Flowers Handball Club a de nouveau affirmé sa suprématie sur son éternel rival Aspac lors de la dernière journée des championnats départementaux hommes et dames. Aimé Sebio et ses poulets ont remporté le titre de champion le week-end dernier aussi bien en hommes qu'en dames face aux portuaires. Ils ont notamment battu Aspac hommes 30-24. Cette hégémonie de Flowers Handball Club dure depuis des années et cela tend à tuer l'enjeu avant chaque confrontation désormais. Suivant les réactions du capitaine de Flowers et du manager général d'Aspac, Jean-Luc Assogba. Personnellement, je ne suis pas satisfait de notre prestation parce que d'habitude, ce n'est pas notre jeu, ce n'est pas le niveau. Je crois que c'est manque d'entraînement et aussi la venue de certains nouveaux dedans qui a fait en sorte qu'on ait fait, pour moi, une mauvaise prestation. Particulièrement quand je prends mon cas, je suis au fond nord, je suis en Dali à 65 km de Parakou. Je ne m'entraîne pas. Depuis notre revenue du Ouaga, je ne me suis pas entraîné. On m'a appelé, le coach m'a appelé, j'ai fait seulement 3 jours d'entraînement. Voilà ce que ça donne. Et particulièrement, je banalise ce titre parce que pour moi, il faut qu'on ait des compétitions internationales au club comme à l'équipe nationale pour qu'on puisse se valoriser ou bien se montrer ailleurs. L'Aspac, c'est un éternel adversaire, mais depuis que moi je suis venu à Flowers, c'est toujours le même résultat. Donc, toujours gagner. Vraiment, ça ne me plaît pas souvent. Ça peut surprendre, mais je sors satisfait de cette confrontation parce que pour qui connaît l'histoire un peu qu'on a traversée vers la fin de la saison, il n'était pas très sûr que nous ayons les 2 équipes au point pour commencer cette nouvelle saison. J'ai décidé de faire une petite expérience au niveau des dames, ce qui est en train de porter. Vous aurez dû constater qu'il y a un petit mixage d'anciens et de nouvelles. C'est pour l'avenir que je travaille, donc le résultat pour moi au niveau des dames n'était pas très immédiat, mais j'ai dit que l'appétit vient en mangeant. Et c'est ça ce qui s'était passé lors de la confrontation avec Flowers. N'eût été quelques déchets, c'est la loi du sport, on aurait pris le dessus. Mais en fait, c'est vrai qu'on me dira que c'est un rang traditionnel depuis des années. Flowers premier, Aspac deuxième. Mais nous travaillons pour pouvoir renverser la vapeur. Et ce n'est que le début. Et je sais que c'est un très beau challenge que nous avons à relever. Et le meilleur reste à venir. Vous aurez à assister à de très beaux matchs. Les championnats nationaux U18, U20 et seniors d'athlétisme se sont déroulés les 12 et 13 juillet dernier au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Certains athlètes se sont illustrés à l'instar de Aïchatou Aboudou sur les 1500 mètres et d'autres comme Jérémy Aounou sur l'épreuve reine les 100 mètres. Edmond Hunton en 400 mètres et Karim Soumanou en 800 mètres ont confirmé leur bonne forme, suivant leur réaction à chaud après leur victoire. D'abord, ça, c'est déjà une satisfaction pour moi, pour mon équipe, pour mon coach et pour moi-même. Parce qu'on a parcouru plusieurs kilomètres pour venir ici. Et je me suis dit en venant ici que je n'allais pas venir pour m'amuser. Donc, je suis venue pour gagner et si possible, aller au tournoi de la solidarité. Vraiment, je suis très heureux, comblé. Actuellement, vraiment, je suis très content pour la prestation que je viens de faire ici. C'était pas facile, hein, mais vraiment, c'est un peu d'expérience. Je me suis dit, il faut que je
je conserve mon titre de champion du Bénin. Ça fait la 3e fois consécutive. Vraiment, je suis très très heureux de cette course. J'ai quitté le Bénin, ça fait à peu près 8 mois. Je m'entraîne au centre de Lomé. Donc c'est avec un grand plaisir que je suis venu ici. Donc je n'ai pas peur de la course d'ici parce que ce matin, j'ai commencé ici et je n'ai pas eu peur quoi. Ça doit aller. Mon naturel chrono c'est 47,66. Je ne sais pas ici, mais pour pouvoir battre son record, il faut avoir des concurrents. Mais vous avez vu ici, il n'y a pas de concurrents. Donc j'étais seul devant, donc je ne sais pas encore ce que je peux faire. Ça fait comme le chrono. Je ne suis pas satisfait de la course parce que je m'attendais à aller plus vite en accélération, mais bon, j'ai senti un petit hic et j'ai décéléré. Ici, il y a un concurrent, mon frère Kiki DJ, malheureusement qui n'était pas dans la course aujourd'hui. Mais bon, l'objectif c'est tout d'abord l'Afrique de l'Ouest. Et l'objectif pour moi aujourd'hui c'était de battre le record du centre. Mais apparemment le chrono électrique n'a pas marché. Et bon, j'espère avoir fait quelque chose de bien quand même. 32 des meilleurs athlètes de ces championnats, 12 dames et 20 hommes, participent depuis cet après-midi au stade général Seyni Kounché de Niamey au Niger au tournoi de la solidarité 2019. Pendant 3 jours, ils vont essayer de mieux faire que lors de la précédente édition qui a eu lieu à Porto Novo l'année dernière. Pour rappel, les Béninois ont terminé à la première place en engrangeant 49 médailles lors de cette 25e édition. Le tournoi de la solidarité est une compétition d'intégration sous-régionale qui regroupe chaque année les athlètes du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Mali et du Togo depuis 1993. Et puis avant de refermer cette édition en Scrabble, le Bénin participe également depuis ce vendredi matin au 48e championnat du monde francophone à La Rochelle en France. 8 Scrabbleurs y représentent le pays. Julien Faton, champion du monde 2014 en classique, François Xavier Adjovi, Roland Roussou, Joël Noumouvi, Tiburce Hunkonou, Moussa Fils Djibril, Nikanor Korvi et Moussa Kalan Moussedikou. La compétition va s'achever le vendredi prochain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. Agréable week-end à chacun et à tous.